Mesdames et messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Mon nom est Éric Rémy. Et moi, c'est Mylène Rompré. Cette semaine sera très printanière. On vous fait découvrir les pistes cyclables de Laval. On va aussi vous parler du 17e Bike and Tattoo Show, où seront réunis les motos custom les plus hallucinantes, les hot rods les plus spectaculaires et certains des tatoueurs les plus réputés au monde. On vous fait découvrir, entre autres aussi, une entreprise lavalloise qui se spécialise dans les cuisines de rêve et un endroit où il fait beau à l'année, la place des aînés. On retracera l'histoire de l'imprimante d'hier à aujourd'hui. On parlera de la semaine de l'action bénévole. Et à notre chronique cinéma, notre critique nous dira ce qu'il a pensé du plus récent film mettant en vedette Will Ferrell, qui est pour nom Prison 101. L'édition de la semaine du 5 avril 2015 de Laval et compagnie débute à l'instant. De l'écho de Laval, Ghislain Plourde vient nous dire tout ce qui se passe, tout ce qui se brasse à Laval. D'abord, Oui. première des nouvelles, merci d'être ici d'abord. Bonjour. Poste d'essence au Costco de Laval. Oui, on parle de confirmation de ce projet qui est dans l'air depuis de nombreuses années maintenant et ça va faire la joie, évidemment, des automobilistes. On connaît l'effet Costco sur le prix de l'essence. C'est vrai, ça met de la pression autour. Oui, quoique la Régie de l'énergie a statué dans le cas de Saint-Jérôme il y a de ça quelques années. On a ramené un peu à la hausse le prix dans la région jéromienne où on affichait un prix nettement en bas des autres régions du Grand Montréal. Mais c'est encore moins cher faire le plein à Saint-Jérôme. Là. Tout à fait. Ça vaut même la peine de faire le détour. Exactement. On parle habituellement d'un 5 à 6 cents le litre de moins avec la présence d'un Costco sur le territoire qui vend de l'essence. Donc, pour Laval, un poste d'essence d'ici les 12 prochains mois. C'est ce que nous a confirmé le directeur général de l'Est du Canada pour Costco, Pierre Riel, qui nous a confié, en fait, que le travail avec la Ville de Laval avance, progresse, là, va bon train depuis les 18 derniers mois. D'ailleurs, M. Riel a lancé une petite pointe à l'administration précédente en nous indiquant qu'en 18 mois, on avait enregistré plus de progrès dans ce dossier qu'au cours des 15 dernières années. Oups, OK. C'est vous dire. Oui, imaginez, la première demande de Costco origine la fin des années 90. Il y a 3 demandes de changement de zonage qui avaient été présentées à l'ancienne administration et qui ont été refusées. C'est en 2012 seulement qu'on a donné l'aval, mais bon, vous savez, avec la tourmente politique, ça retardait un petit peu le projet, mais sachez que d'ici 12 mois, on aura un poste d'essence au Costco Laval. Et la bonne nouvelle, c'est que Laval se met à la page des autres administrations municipales. On va maintenant pouvoir diffuser les séances du conseil sur le web. Exactement. Web diffusion, donc, de votre domicile. Vous pourrez suivre sur le site Internet de la Ville, laval.ca, les séances du conseil municipal. En plus de ça, on nous promet également quelques séances extraordinaires et des interventions également d'élus lors d'événements spéciaux. Donc, dès la séance du mois de mai, le 5 mai, il y aura web diffusion. C'est la firme Maestro Vision qui a remporté l'appel d'offres et qui a réalisé avec succès le banc d'essai, le test du mois de mars dernier. C'est un contrat de 22 000 annuellement pour 2 ans. Vous avez dit 22 000 Oui, 22 000 annuellement pour 2 ans. Ça comprend donc ces séances du conseil, mais aussi des séances extraordinaires. C'est pas cher, là. On a une possibilité de reconduction pour 3 ans supplémentaires, ce qui nous donnerait un total de 5 ans si, évidemment, ces options sont exercées par la Ville de Laval. Et ça va dans la foulée de la transparence, bien sûr, de l'administration. Exactement. Et Maestro Vision ne sont pas les premiers venus en la matière. La société fait déjà le même travail avec d'autres conseils municipaux à travers le Québec et exécute également des contrats pour l'Assemblée nationale à Québec. Donc, on aura quand même un bon travail. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les citoyens pourront aller sur le site et ils auront de façon séparée chacun des segments de la séance du Conseil. La période citoyenne, par exemple, la période question des élus et, évidemment, la lecture de l'ordre du jour là, de l'Assemblée. Donc, vous pourrez là, vous retrouver facilement sur le site de la Ville à compter du 5 mai prochain. Bon. Et puis, la dernière de nos 3 nouvelles cette semaine, c'est l'Aréna de Laval-Ouest qui est rebaptisée.
Oui, l'Arena Heartland Monahan, la cérémonie officielle a été tenue dimanche dernier, le 29 mars, jour anniversaire d'Heartland Monahan, qui célébrait donc ses 64 ans. On a rebaptisé l'endroit. Pour nos plus vieux téléspectateurs, ils connaîtront peut-être la carrière d'Heartland Monahan. Moi, ça me dit rien, c'est ça? Il n'a pas vu le jour du côté de Laval. À 6 ans, sa famille est déménagée à Laval-Ouest. Il y a vécu durant près d'une vingtaine d'années jusqu'à ce qu'il soit repêché par les Golden Seals de Californie en 1971. Il a également endossé l'uniforme des Rangers de New York, des Capitals de Washington et a terminé sa carrière avec les Blues de Saint-Louis. Il faut préciser que l'épouse d'Heartland Monahan est Linda Geoffrion, la fille du légendaire Bernard Boum Boum Geoffrion. Regretté Boum Boum. Exactement. Alors, il a toujours eu, évidemment, cette passion du hockey, Heartland Monahan, et l'a transmis également à ses enfants. Un de ses fils a même été joueur de baseball professionnel chez les Mariners de Seattle. Heartland Monahan, donc, et toute sa famille étaient présents à Laval lorsqu'on a rebaptisé l'aréna de Laval-Ouest en Aréna Heartland Monahan. Et c'est un beau geste de le faire de son vivant. Oui, exactement. 64 ans. M. Monahan, que j'ai rencontré personnellement, est encore en très grande forme. Et il revient toujours parce que sa famille est ici. Ses parents et son frère habitent encore Laval-Ouest et il y revient 1 à 2 fois par année. Donc, il connaît encore très, très bien le territoire. Et je dois vous dire que la ville de Laval compte maintenant honorer de son vivant une autre légende du hockey. On aimerait beaucoup lui rendre hommage. Jusqu'à présent, il a refusé. Je peux te donner quelques indices, mon cher Éric. C'est ça, je cherche. L'ancien numéro 16 du Canadien de Montréal qui vit dans Chomédé. C'est le joueur qui a été le plus titré en termes de Coupe Stanley dans toute l'histoire de la Ligue. Attends, 14, c'était Mario Tremblay. 16, c'était qui déjà? Le frère du célèbre Rocket. Ah, ben oui, Le Henri. Pocket Rocket. C'est vrai, Henri Richard. Mais jusqu'à présent, M. Richard a toujours refusé l'invitation de Ville de Laval. Sait-on jamais peut-être qu'il pourrait changer d'idée? Mais on doit faire vite. Rappelons que M. Richard, malheureusement, a de sérieux ennuis de santé. Oui. Vous pouvez suivre l'actualité lavalloise en ligne. Oui, tout à fait. Tous les jours, des infos fraîches sur votre quotidien web, l'écho de Laval en un seul mot.ca. À la semaine prochaine, Ghislain. Bonne semaine. Merci. Le printemps est enfin arrivé. On parle de pistes cyclables de Laval avec Laurence Coutu-Paquin. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. As-tu sorti ton vélo? Pas encore, mais bientôt, bientôt je vais le sortir. Tu sais, on se parlait un peu du demi-marathon la semaine dernière. Oui. Mais là, ils ont fait une autre manière de se remettre en forme. Puis c'est de faire du vélo, parce qu'on s'entend qu'on veut profiter de la nature, on veut profiter de l'air chaud, qui n'est pas là souvent avec nous à Laval, il y a peut-être 3 mois par année. Fait qu'il faut en profiter. Et là, je vous parle des pistes de vélo à Laval. Génial. Donc, c'est faire du vélo un peu dans les espaces verts, parce que, bon, en faire sur les routes, c'est correct, là. On survit, mais c'est beaucoup plus agréable de le faire dans des espaces verts. Et justement, il y a la portion verte de Laval, de la route, qui s'allonge sur plus de 32 km. C'est énorme. Il y en a pour en faire pour quelques heures. Et justement, ça permet de faire... c'est plus sécuritaire aussi. C'est sûr. T'as pas d'auto, c'est vraiment juste dédié à faire du vélo. Puis ça fait de Laval de l'est en ouest et du nord au sud. Donc, c'est vraiment... Ben oui, c'est ça. On a Laval-Centre, est, Exactement. nord-ouest, sud-ouest. Ouais, puis il y a deux genres de routes. Oui, exactement. Donc, il y a 2 différents parcours aussi. Et le parcours, il est assez intéressant parce que ça nous permet de voir plusieurs plans d'eau. Donc, tu sais, c'est bien beau de voir de la nature, mais il n'y a rien de plus beau que de s'arrêter puis de regarder les points d'eau. Donc, il y a la rivière des Prairies aussi qu'on peut voir et la rivière des Mille-Îles. C'est des super belles rivières. Ben c'est oui, magnifique. il faut en profiter. Exactement. Et aussi, on peut s'arrêter justement à admirer la vue. Et de l'extrême l'ouest de l'île, il y a les cyclistes qui peuvent relaxer aux abords du lac des Deux-Montagnes aussi. Donc, il y a vraiment différents points d'eau. On ne peut pas se tanner. Et il y a plusieurs berges lavalloises qui sont aménagées comme des tables à pique-nique aussi, parce que c'est sûr que faire 32 km de vélo, il faut s'arrêter, relaxer, prendre le temps d'admirer les vues. S'hydrater. S'hydrater aussi, surpouponner pour nous autres. Hein? On est bien princesses. Ça prendrait un sidecar à côté du vélo. Ça, c'est vrai, mais il n'y a pas d'auto qui peuvent aller là. Donc, tu vas devoir juste pas te repouponner. Mais c'est pas grave. ça. C'est pas grave. Entre amis, c'est correct. En espadrille, on s'assure. Exactement. Puis pour ceux qui veulent aussi traverser à Montréal, vous pouvez aussi le faire. Évidemment, c'est en circulant sur le tronçon nord-sud de la route verte.
Donc, ça, c'est une route qui est dédiée justement à traverser pour aller vers Montréal. Et vous pouvez parcourir les pistes de Laval qui permettent de découvrir aussi des deux différentes facettes. Donc, il y a un peu plus le côté urbain, puis il y a le côté un peu plus champêtre aussi. Donc, il y a vraiment pour les deux. Donc, ça convient à tout type de personnes aussi qui veulent peut-être faire quelque chose de plus urbain en vélo ou ceux qui veulent plus se détendre, admirer les belles vues. Et il y a aussi faire du vélo, comme je disais, c'est une manière différente de se mettre en forme, mais aussi de connaître les aspects un petit peu méconnus qu'on peut pas faire en auto, qu'on peut seulement voir en vélo. Qu'on prend pas le temps de regarder non plus. Exactement. Je veux dire, les autoroutes, c'est c'est straight to the point, oui, exactement. Et aussi, il y a des activités qui sont organisées pour ceux qui ne veulent pas faire du vélo tout seul, par exemple. Il y a Vélo Détente qui organise des activités comme, par exemple, tous les dimanches, vous pouvez faire justement, il y a comme une formation roulée en groupe. Donc, il vous donne une formation sur faire du vélo avec beaucoup de gens. C'est gratuit, puis il n'y a aucune inscription requise. Donc, vous vous rendez là. Vous pouvez aller sur le site justement de Vélo Détente, cliquez sur le lien. Ça va tout vous dire les informations. Tout est détaillé pour vous. Exactement. Puis il y a aussi il y a les calendriers d'événements, comment vous inscrire, parce que pour certaines activités, il faut vous inscrire. Justement, certaines activités. Côté sécurité? Ah, c'est super sécuritaire. Non, mais pour la réglementation, l'obligation du port du casque? Ah, c'est sûr, mais souvent, les cyclistes qui sont expérimentés le savent déjà, mais oui... Sinon, ça doit être marqué exactement, dans le site, oui, c'est tout. Puis il y a aussi toutes les informations justement sur le club, comment eux, ils procèdent et pour les rejoindre. Donc, vous pouvez aller justement aussi sur tourismelaval.com pour toutes les informations sur les pistes cyclables. Puis vous pouvez cliquer sur les liens pour les télécharger. Il y a des cartes vraiment détaillées de toutes les pistes. Oui, puis il vous donne même des trucs de comment pouvoir le sauvegarder. C'est le fun aussi parce que dans certaines pistes, il y a aussi comme je disais, une zone un peu plus urbaine, donc où il y a des restaurants, des boutiques de vélo, d'autres commerces. Donc, vous n'êtes pas non plus seul au monde. Si vous avez besoin de quelque chose, il y a plein de commerces autour. Super. Bien, merci beaucoup, Laurence. C'est à toi. Et vous êtes préparés pour faire du vélo. Profitez-en. On en a à peine 3 mois par année. Exactement. Quand même. Oui. Bon vélo, tout le monde. Merci. Cette semaine, j'ai la chance de rencontrer la Place des aînés et j'ai à mes côtés le président, M. Raymond Monette, et le directeur général, André Bourgeois. Bienvenue. Bonjour, madame. Et vous aviez même emmené de la décoration pour qu'on soit vraiment dans l'environnement. Exactement, oui. Et la Place des aînés, comme ça dit, c'est de l'énergie à revendre. Vous avez une panoplie d'activités, mais dites-nous, c'est quoi exactement la Place des aînés? La Place des aînés, c'est quand même un milieu de rencontre au niveau social, mais aussi pour faire un tas d'exercices. Moi, j'aimerais parler on est parti comment à la Place des aînés, si vous permettez, parce que je vais laisser à M. Bourgeois le plaisir de parler de notre fameuse programmation. Moi, Place des aînés a débuté, si vous voulez, en 1989. C'est là que le bébé est venu au monde avec l'idée de Mme Patnaud. Et il y avait Mme Carmel Lefebvre et Richard Zanquetier, moi-même, qui en faisait partie à ce moment-là. Et à partir de 92, là, nous avons fait une levée de fonds avec André Bérard, on allait dire André Bourgeois. Oui, c'est pas le même, un autre André. André Bérard, qui était à ce moment-là président de la Banque nationale. Alors, il nous a fait une levée de fonds de 1 million. Wow! Ce qui nous a permis d'acquérir un édifice et de le rénover. C'était pas tout de l'acquérir. Alors, moi, j'ai acheté l'édifice. Et vous êtes là depuis le début. C'est ça. Wow, OK. J'ai acheté l'édifice à 435 Boulevard Labelle et je l'ai revendu immédiatement à la Ville de Laval pour 1 $, en ayant en retour un bail en filiotique de 30 ans. Okay. Alors, on a eu la chance d'avoir la Ville de Laval qui en a payé quand même l'hypothèque. Et de là, ensuite, les activités ont débuté au mois d'octobre 1994. Alors, cette année, nous sommes dans notre 20e anniversaire. Alors, on a fêté ça en grand. On a fait une organisation à la salle André-Mathieu, un concert pour tous nos membres, gratuitement. Et on a fait un souper pour tous les membres du conseil d'administration depuis la fondation, depuis les 20 ans. Alors, il nous manquait seulement que 3 personnes. Alors, c'est quand même assez fantastique. Tout le monde était présent, oui. Et aussi, on a payé souper à nos employés pour fêter notre 20e. Et de là, bien, aujourd'hui,
On est rendu à 6 300 membres maintenant, ce qui est beaucoup plus que beaucoup de municipalités avant les fusions. Et nous avons 125 activités semaine Que vous offrez. Wow, OK. différentes que M. Bourgeois va vous énumérer quelques-unes d'elles. Tout le monde est invité à la place des aînés. Vous n'êtes pas obligé d'être membre pour venir Non, on peut à la devenir. place des aînés. Évidemment, les Lavallois payent seulement 25 pour leur carte de membre et pour ensuite leur activité. Alors, nous avons des taux pour les membres et des taux pour les non-membres. Alors, c'est de là que je dis que tout le monde est invité Tout le monde. à la place des aînés. Dès qu'ils veulent commencer à bouger, puis vous vous dites, j'ai le temps maintenant de faire du sport, et maintenant, vous avez vraiment une panoplie d'activités sportives, culturelles. Je pense que ça va partout. En effet. Nous avons 8 catégories Oui. d'activités. Des activités physiques, des activités en art, des activités de perfectionnement, mieux-être, des sports d'équipe, jeux de société. Et dans des activités physiques, bon, mon Dieu, on a des cours de Zumba, des cours de yoga, tai chi, santé du dos, dans les arts, peinture à l'huile, sculpture, guitare, djembé, des cours de perfectionnement, iPad, des cours de tablette, OK. des cours d'anglais. Pour apprendre un peu cours comment d'italien, manipuler. effectivement. OK. Donc, des cours, ce sont des ateliers de 3 heures à un temps donné. Et les gens s'inscrivent, ils suivent le cours avec un instructeur. Et ils pratiquent aussi en même temps. Ça fait du bien Effectivement. d'avoir de l'aide. Et depuis, nous avons des joueurs de bridge, 500 joueurs de bridge semaine à la place des aînés. Le bridge est très populaire, du bridge avec des cours et du bridge pour les gens qui sont habitués aussi OK. à jouer. Il y en a qui Donc, connaissent déjà les règles du jeu, puis ils sont bons, là, fait qu'ils se disent j'ai le goût d'être avec des professionnels. Sinon, d'autres styles d'activité, des séances d'impro aussi, j'ai vu que vous avez. Oui, on a un club qui s'appelle Improvisation Place des aînés qui dispute des matchs. Et d'ailleurs, ils ont disputé un match avec des gens de France il y a quelques semaines. Wow! Et ça a été très intéressant. Il y avait une bonne participation. Ils disputent des matchs aussi avec d'autres organisations d'impro à travers beaucoup la à région et à l'extérieur, oui. l'extérieur. Ouais. Qui viennent et qui Effectivement. vont essayer des activités. Est-ce qu'il y a une activité le plus populaire ou que les gens aiment beaucoup, qui préfèrent? L'activité la plus populaire, c'est l'activité physique. Oui? Les gens se tiennent en forme. Ils veulent bouger. Franchement, oui. Je pense qu'on a 8 cours d'activité physique différents. D'ailleurs, on a 40 formateurs à la place des Néants. Oh, mon Dieu. 15 employés, 40 formateurs dans différentes disciplines pour donner des cours, ce qui fait 125 heures de cours par semaine. Et on Ce qui peut est beaucoup. s'inscrire, par exemple, c'est les lundis et mercredis, on s'inscrit. Actuellement, nous sommes dans un temps d'inscription, à début d'avril. Nous avons aussi une autre session qui commence fin août, début septembre, une session d'hiver qui commence au mois de janvier, une session printemps dans laquelle vient de finir actuellement. Donc, il y a 4 sessions. Wow. Et les gens peuvent aussi se mettre en forme parce qu'on a un gym. Sur place. Les gens peuvent s'abonner pour l'année en entier. Ouais. Et en plus d'avoir des instructeurs, vous en avez une quarantaine, vous en avez une panoplie. Et Plus une salle de musculation. Mon Effectivement. Dieu. Encore les muscles? Ouais. Non, ça, c'est adapté. On a beaucoup d'aide du Centre de réadaptation juif de Laval. Que quand les gens ont terminé leur activité Ouais. au Centre de réadaptation, groupe, OK. ils recommandent aux gens de venir chez nous. Et de pour s'en- notre- suivre des cours de notre salle de ré- D'ailleurs, toutes nos activités sont adaptées pour les gens de 50 ans. Et puis, même qu'on a du vélo spinning. On Oh sait mon- ce que c'est du vélo Ben spinning. oui, ça va vite. Ça, c'est une Ça des va choses- vite, mais on a un instructeur qui est qualifié, qui auparavant donnait même des cours de vélo spinning à des gens atteints de maladies cardiaques et arthrose. Donc, c'est vraiment adapté pour Adapté. les gens. Ils s'adaptent et modèrent en conséquence. Mais merci beaucoup. Je pense que c'est la place où aller, la place des aînés. Vous avez tellement une panoplie d'activités, tout ça à la même place. Alors, pourquoi pas avoir du C'est ça. plaisir avec ses amis à la même place? Si on veut plus d'informations, on peut aller sur votre site Internet ou vous appeler aux coordonnées qui se trouvent au bas de l'écran. Merci à vous. Merci beaucoup madame. à vous d'avoir été là. C'est nous qui vous remercions. Merci. Merci. On se sent dans l'ambiance, la place des aînés. Allez faire un petit tour.
L'entreprise dont nous parlerons cette semaine à Laval Inc. est spécialisée dans l'élaboration, la création et la réalisation de cuisines de rêve. Pour nous en parler, nous avons le directeur général de Cuisine sur mesure, Alain Jacques. Bienvenue à Laval et compagnie. Merci, ça me fait plaisir. On va faire d'abord le profil de votre entreprise. Oui. C'est quoi son historique? Alors, Système Élément, qui est en fait, on parle de cuisine sur mesure, qui est une marque de commerce de la compagnie Système Élément, qui existe depuis 1990. Cette entreprise crée et fabrique sur mesure des produits d'ébénisterie architecturale. Au tout départ, tout ce qui touche l'ébénisterie architecturale de bâtiments, et qui s'est donné comme mission de lancer une nouvelle ligne qui s'appelle Cuisine sur mesure, qui répond à un besoin résidentiel pour des gens qui veulent faire élaborer une cuisine dans leur résidence, que ce soit rénovation ou construction neuve. Donc, tout ça est fait ici à Laval? Oui, c'est fait à Laval. Petite entreprise. Combien d'employés? Une dizaine d'employés. On produit de A à Z. On fait en fait l'élaboration, conception, réalisation, installation, et puis service de construction, tout ce qui touche par exemple la plomberie, l'électricité, les carreaux de céramique qu'on doit changer, remplacer pour faire une nouvelle cuisine. En fait, tout ce qui touche l'aménagement d'une nouvelle cuisine ou une rénovation. Bon, justement, est-ce que vous refaites des cuisines ou vous faites des cuisines plus souvent qu'autrement? Bien, de façon générale, c'est qu'on fait de nouvelles cuisines, mais il arrive fréquemment des gens qui nous demandent de simplement restaurer leur cuisine, de faire un resurfaçage, qu'on appelle, de nouvelles portes, nouveaux comptoirs en granit, en stratifié ou peu importe. Alors, c'est le genre de choses qu'on fait. C'est devenu une pièce pivot, même si souvent la cuisine qui donne le ton au reste de la maison, alors que ce n'était pas le cas avant. Qu'est-ce qui s'est passé, au juste? C'est une bonne question. Je pense que le cocooning aujourd'hui fait en sorte qu'on a le goût de... Aussi, toutes les émissions de cuisine qui arrivent, ça donne le goût d'inviter chez nous, puis on est fiers de présenter notre cuisine, nos projets. On veut être à l'aise, on veut être confortable, puis on veut avoir aussi une esthétique. Du fonctionnel, c'est important aussi. Chaque chose à sa place, hein? Et à ce moment-là, on se retrouve rapidement, puis ça va plus vite pour cuisiner. Donc, je pense que... Sauf que rénover une cuisine, je pense entre autres chez nous, un jour, ça fait partie de mes rêves, ça prend quand même du temps. Comment faites-vous pour avoir un impact minimal sur les gens où vous allez refaire la cuisine? Bien, au tout départ, la première étape, c'est lorsqu'on va concevoir la cuisine. On va passer une couple d'heures avec le client. On retourne chez nous, on dessine un plan, on prépare un projet. On revient et à partir du moment où on obtient une commande, les étapes sont production dans nos ateliers, donc ça n'affecte en rien la vie de tous les jours des gens. C'est ça. Et arrive le temps de l'installation où si, par exemple, on a peu de rénovation, pas de plancher ou de murs à déplacer ou d'électricité à refaire, bien, en 2 jours, la cuisine est mise en place. Dans d'autres cas où on aurait à refaire des carreaux céramiques au plancher, on va parler d'osserets en céramique ou d'éclairage nouveau, on peut passer de 2 à 6 semaines dans une résidence. 6 semaines? Dépendamment de la taille, on s'entend. Okay. Hein? On fait des cuisines à tous les prix. Bon, justement, parlez-moi de la cuisine la plus onéreuse qu'un client a pu payer, sans me donner bien sûr son nom. 250 000. Juste pour une cuisine, là? Pour une cuisine, oui. Est-ce que ça tient compte des électroménagers là-dedans? Même pas. Même pas? Ben, non. Oups là! Il y a des gens qui vont avec des gros budgets, là. On parle de grosses cuisines. Puis ce qui est assez surprenant, c'est souvent des gens qui sont 2 à la maison, simplement un conjoint. Ah, mais c'est grandiose. Alors, ça va avec le reste de la maison. Ça a quoi comme impact sur la valeur d'une maison de refaire sa cuisine? Est-ce que vous l'avez chiffré? Bien, écoutez, dans tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est une très bonne valeur. Par exemple, lorsqu'on veut vendre notre cuisine, il y a des gens qui nous appellent et disent « Oh, ma cuisine n'est pas tellement belle, je voudrais juste resurfacer ma cuisine pour pouvoir... » L'arniper pour avoir finalement plus de valeur à ma maison. Donc, c'est vrai que c'est un facteur décisif pour les acheteurs d'avoir une belle cuisine. Puis c'est le fun d'être dans une belle cuisine aussi. Oui, hein? Absolument. Je sais pas, on dirait que les aliments goûtent meilleurs. Je sais pas, là, mais je dirais que
je dirais qu'on est bien lorsqu'on est dans un bon un entourage qui est agréable. Absolument. Pour vivre. Donc, cuisine sur mesure, on les trouve 80 avenue des Terrasses à Laval. Le numéro de téléphone, c'est le 450-963-9994. C'est ça. 963-9994 ou sinon cuisinesurmesure.ca. Vous pouvez aller naviguer là-dessus puis voir justement les différents types de cuisine. Ça donne l'eau à la bouche si jamais vous êtes amateur du genre. là. C'est vraiment très, très, très spectaculaire ce que vous faites. On est très vite à répondre lorsqu'on reçoit un petit courriel, dire on aimerait ça obtenir une estimation. 2 heures sans frais d'estimation pour chaque client qui s'intéresse à refaire faire sa cuisine. Bon, on va passer du rêve à la réalité. Merci. Merci. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je reçois un artiste lavallois, Oliver Kumsatira. Oh, j'ai eu de la difficulté à le dire, hein? Parce que c'est pas facile. On veut vraiment bien prononcer ton nom, Oliver Kumsatira. Oliver, parce que c'est ça, souvent les gens se trompent avec ton nom. Bien joué. Souvent, 99 du temps, ils disent Olivier, mais... Olivier. Fait que c'est pas Olivier, c'est Oliver. Ouais. Puis même ton nom d'artiste, c'est All Ever. Oui, c'est ça. Et tout à ton fait. site aussi, oliver.com. Ouais. C'est pour ça que je prends le temps de bien le dire pour qu'on te retrouve. Ouais. Puis on aime ça justement encourager les gens comme toi, les artistes d'ici en plus, Lavallois. Et tous les arts de scène, c'est pas facile. C'est un milieu qui est difficile. Puis on aime ça encourager les gens comme toi. Et là, tu viens nous parler de ton spectacle, Ouais. Midnight Birth. Ouais. Tu peux-tu nous en parler un petit peu? Parce que c'est vraiment un art unique, un peu. C'est ton style à toi, tout ce que tu connais, tout ton background que tu as mis dans ton spectacle. Ben, dans le fond, c'est une fusion de rap puis de danse contemporaine. C'est mélangé ensemble, puis aussi du slam francophone. Puis on a essayé de toucher à plusieurs sujets qui sont attraits soit l'hypersexualisation des femmes, la politique, l'apathie sociopolitique aussi, le gangstérisme, la violence, puis d'apporter le texte à travers aussi le rythme, mais aussi le corps en mouvement, puis la créativité, l'acrobatie, puis le théâtre. Tu mélanges tout ça dans ton spectacle. Ouais, dans le fond, il y a comme une trame dramaturgique basée sur les mots, mais on va chercher le côté plus viscéral puis un petit peu plus abstrait à travers le corps, puis l'aspect un petit peu spirituel, psychosomatique un peu de tout ça, les mots, comment ça l'affecte, le corps en mouvement, puis ça crée un aspect visuel que le public peut Donc là, vous êtes deux. Ouais. Toi, tu chantes. Ouais. Tu danses un peu au travers de ça. Bien, on a certaines chansons où je vais rapper en même temps que je vais danser, mais il y en a quelques-unes, peut-être une ou deux chansons où c'est plus axé sur ça, sinon c'est moi qui va rapper, puis c'est Kim Henry qui va danser. C'est ça, parce que tu as une danseuse de danse contemporaine qui est avec toi. Ouais. Quelqu'un que tu as connu au travers de tes formations. On a fait une tournée ensemble avec Dynamo Théâtre. OK. Ça fait à peu près 7-8 ans. Donc, on a travaillé sur ce projet-là, puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis après, on a aussi fait d'autres spectacles de danse contemporaine puis de théâtre qui mélangeaient la danse aussi. Donc, on a quand même développé beaucoup de compréhension de comment on travaille, la collaboration, ça se fait assez bien. Donc, ça fait depuis ce temps-là qu'on crée ensemble puis qu'on a décidé de travailler ce projet-là. Parce que là, tu as commencé déjà ta tournée. Tu as eu plusieurs spectacles. Ouais. Tu as été, je pense, à Toronto. Ouais. À quel endroit tu as été en... Montréal, Magog, Toronto, Ouais. ça c'était les 3 places. Mais à Montréal, on s'est vraiment promené. On a fait à peu près une vingtaine de représentations dans différents contextes. Et là, prochainement, on peut te voir le 12 avril à Montréal au Café L'Artère. Oui, c'est ça. Et aussi à l'automne, le 4 octobre à Wakefield. Oui, tout à fait. Dans quel coin, ça? Ça, Wakefield, c'est proche de Gatineau, je pense, côté Québec. Puis c'est comme un festival, ça s'appelle TADA Festival. Puis il va y avoir plusieurs artistes dans le festival. Puis nous, on est programmés pour la version longue, 60 minutes. Et là, tu disais plutôt que tu vas avoir d'autres dates qui vont s'ajouter. Donc, on peut aller voir sur ton site all-ever.com. Ouais. Puis il va y avoir d'autres dates qui vont s'ajouter. Oui, ben on est en négociation avec les diffuseurs pour vraiment spécifier quelle date on va prendre, puis aussi les frais, tout ça. Donc, c'est souvent un long processus de diffusion pour décider, OK, on met cette date-là, est-ce que ma danseuse est disponible, est-ce que je suis disponible, parce que je fais d'autres affaires aussi. Donc, peut-être en Colombie-Britannique, sinon peut-être à travers le Québec puis Montréal, mais c'est pas confirmé encore. Puis là, dans le fond, ton spectacle, c'est aussi ton album. Oui. Ton album qu'on peut trouver encore une fois sur ton site. Ouais. C'est 12 chansons et c'est toi qui écris tes chansons. Oui, tout à fait. C'est des textes originaux. Puis j'ai engagé un
producteur Ira Lee Gathers pour faire les trames sonores. OK. Je travaille sur un prochain album aussi avec un artiste qui s'appelle Charlie Rose pour faire un deuxième album, puis aussi une création de spectacle à travers ça. Parce que toi, dans le fond, ta formation, c'est quoi? Parce que je pense que tu as fait vraiment beaucoup de choses. Tu es vraiment multidisciplinaire, tu as dansé, tu as fait du théâtre, du cinéma. Mais ta formation à toi, c'est quoi? J'ai étudié en théâtre, interprétation théâtrale au Collège Dawson, un programme de 3 ans. Puis à travers ça, on touchait un petit peu à tout, là, vraiment le théâtre, mais aussi de la danse. Puis c'est comme ça, par la bande, que je suis rentré en danse contemporaine. Je faisais de la capoeira acrobatique. Puis il y avait des chorégraphes qui voulaient trouver différentes façons d'utiliser mes aptitudes théâtrales puis acrobatiques. Puis j'ai commencé à travailler en danse, puis c'est là que ça a ouvert une autre porte pour ma carrière. Puis qu'est-ce qui t'est venu à l'idée de dire, ben là, je vais faire... Qu'est-ce qui était important pour toi en faisant ce spectacle-là, d'aller chercher dans tout ce que tu connais, le théâtre, la danse, l'acrobatie? Ouais. Dans le fond, ça fait 15 ans que j'écris du rap. Puis je voulais toujours faire un spectacle de rap, mais je voulais pas juste prendre un microphone puis aller sur une scène puis juste faire comme 12 chansons. Je voulais vraiment que ce soit un spectacle complet avec un aspect visuel. Puis c'est pour ça que je suis allé chercher le plus visuel pour moi, c'est la danse. Puis je voulais aussi faire des projections. Mais ça va être plus quand je vais avoir un plus gros budget, puis quand je vais avoir la scéno pour ça. Parce que tu as eu des idées un peu partout, parce que tu as fait partie de plusieurs productions, Cirque du Soleil, etc. Tu en as eu vraiment beaucoup. Et ça, on peut aller voir sur ton site, il y a un peu ta biographie, tout ce que tu as fait. Ça serait intéressant d'aller voir, parce que vraiment, tu as beaucoup de talent, tu as beaucoup de choses à ton actif. Fait que j'invite les gens à aller voir sur ton site, oliver.com, et d'aller voir ton spectacle, Midnight Bird. Merci. On te souhaite beaucoup de succès. Merci. That we're fed lies. What you waiting for till it reaches headlines? For you to realize we're fucked over 10 times. And I ain't just talking about the red rise, but the half. Les 17, 18 et 19 avril prochains aura lieu à Laval la 17e édition de l'exposition de moto et de tatou, le Bike and Tattoo Show 2015 au Centre Sport Expo de Laval. Pour nous en parler, nous avons justement l'organisatrice de cet événement d'envergure internationale, Yannick Henel. Bienvenue à Laval et compagnie. Merci. Je le vois, vous n'étiez pas là au premier Bike Show, ça c'est sûr. Ben, on était là, mais en tant qu'on participait à la convention, mais on n'était pas à l'organisation. Donc, il y a 17 ans, vous étiez une participante. À 17 ans, non. C'est ça, c'est pour ça. C'était ça ma question. Mais c'est gros, c'est énorme. Écoutez, je vais vous le dire tout de suite. 3 salles d'exposition, 42 000 pieds carrés, 230 kiosques, des centaines de motos custom et des hot rods et plus de 80 tatoueurs. Et c'est là-dessus que moi, je vais vous questionner parce que c'est un des volets très importants. C'est donc le volet tatou de cette exposition-là. Oui. J'en ai vu de partout, bien sûr, principalement du Canada, mais il y en a qui viennent à travers le monde. Oui. Comment faites-vous pour recruter ces tatoueurs-là? Bien, nous, on passe par justement des tatoueurs qui travaillent avec nous, qui sont assez connus aussi, qui sont beaucoup exposés sur les médias sociaux, donc ils vont vraiment exposer l'événement sur leur page, puis ils vont recruter des gens comme ça, donc en allant chercher des connaissances, des gens avec qui ils ont travaillé aussi dans d'autres conventions, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Puis on lance des invitations comme ça aux gens, puis les gens veulent participer quand ils... C'est sûr que s'il y a un artiste qui est très connu, qui est très bon, bien là, on veut s'associer, c'est ça. Fait que là, plus on réussit à avoir de bons artistes, plus ça s'empile, puis comme ça, on s'est bâti une belle liste d'artistes assez impressionnants. Ouais. Vous êtes à Montréal Tattoo, c'est bien ça? MTL Tattoo, MTL Tattoo, oui. OK. Et c'est maintenant MTL Tattoo qui chapeaute ce volet-là du Bike Show? C'est ça. C'est vraiment le volet tatouage est vraiment présenté par MTL Tattoo. Donc, ça va être vraiment 2 conventions différentes. Il va y avoir vraiment tout ce qui est moto et tout d'un côté, puis le tatou va être présenté par nous de l'autre côté. Est-ce qu'on a ici au Québec des tatoueurs de renommée internationale? Oui. On les connaît pas. Bien, dans le milieu, on les connaît. Ouais. On sait, ils savent ils sont qui, mais c'est difficile. C'est un peu... C'est underground un peu. Oui, hein? c'est très underground, sauf dans le milieu du tatou, c'est immense. C'est très...
c'est comme des musiciens ou c'est des artistes, hein, fait qu'ils sont reconnus dans leur milieu à travers... tu sais, nous, on va avoir des artistes invités après la convention qui vont venir tatouer chez nous. On en a une dizaine qui viennent tatouer chez nous, mais ils sont... les places sont réservées depuis longtemps et ont reçu des centaines de messages par des gens de Montréal qui sont vraiment excités d'avoir ces gens-là venir ici pour se faire tatouer par eux, parce que aller en Nouvelle-Zélande ou aller en Russie se faire tatouer par eux, ça coûte cher. C'est loin un peu. C'est loin, puis c'est compliqué. Fait que le fait qu'ils vont être à Montréal, ben c'est comme... c'est une chance là, pour eux autres de se faire tatouer. Puis... Vous en avez vous-même des tatous. Est-ce que vous êtes une artiste tatoueur? Moi, non. Pas du tout. OK. Non. Donc, vous pouvez choisir un tatoueur qui va faire sur vous presque une toile à ce moment-là. Oui. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. En fait, les tatoueurs présentent leur portfolio et leur travail est connu. Ça parle par soi-même. Là. Ils vont regarder le portfolio, ils voient vraiment le travail qu'ils sont capables de faire. Ils ont vraiment des styles très, très particuliers. Puis ils vont dire, OK, ben moi, j'aime ton style, j'aimerais ça avoir telle ou telle affaire. Fait qu'ils ils vont dessiner un dessin sur mesure, ils vont présenter. Puis des tatoueurs qui sont très connus puis qui sont appréciés, c'est très rare que les gens vont dire quelque chose, oh non, tu sais, j'aime pas ça. Ils disent, OK, oui, merci. C'est vraiment la même façon qu'on Donc, achèterait 17, une toile. 18, 19 avril, au Centre Sport Expo de Laval. Donc, on peut se faire tatouer sur place. On peut rencontrer des tatoueurs de travers le monde. Oui. Et à travers ça, il y a aussi un volet musical. Oui. Nous, on va avoir des groupes. Moi, je suis vraiment allée chercher des groupes locaux pour vraiment essayer de représenter la scène montréalaise, québécoise, justement, pour les gens qui viennent d'ailleurs, pour qu'ils soient capables un peu de voir ce que nous, on fait ici. Fait que c'est des bandes, c'est sûr que c'est des bandes rock. Mais il y a Jonas, entre autres. Oui, Jonas. Massive Attack. Oui, ça, c'est vraiment du côté des bikes. Qu'est-ce que Pascal il fait de son côté. Nous, on est allé avec des groupes qui sont un peu plus underground, justement, qui sont très reconnus dans le milieu du tatou. Que si tu vas à un de leurs concerts, c'est sûr que la moitié de la salle est remplie par des gens du milieu du tatou. Ils les connaissent. Oui, donc ça va être apprécié, c'est sûr. La mode du tatou est en progression? Oui, toujours. Oui. Donc, c'est une génération qui n'aura jamais été autant tatouée, malgré que cela existait bien avant, là. Ah, c'est sûr. La proportion, est-ce qu'on le sait? Une personne sur quoi, maintenant? C'est vraiment dur. Je pense que c'est vraiment différent selon les milieux où on est, où on regarde, là, tu sais. C'est sûr que si on va à Montréal, sur le plateau, Myland, tu sais, il y a des endroits, c'est sûr que c'est des endroits où les gens, ils sont beaucoup tatoués. Si on va dans des endroits où c'est plus des gens de bureau, des choses comme ça, c'est sûr que tu sais, ça dépend où est-ce qu'on va de la... Mais il y a beaucoup de gens qui se font tatouer. Puis c'est plus des petits tatous. Les gens, ils ne demandent plus des scorpions comme ça ou des petits signes chinois. Ça, c'est plus ça, là. C'est vraiment... Les gens, ils rentrent pour des projets de bras complets. Oui, il est complet, votre projet? Il reste encore c'est jamais complet. Non, c'est ça. C'est jamais complet. Il y a toujours de la place. Donc, les vendredis 17, samedi 18 et dimanche 19 au Centre Expo Sport de Laval, c'est au 2090 boulevard Dagenais-Ouest. Yanni, si on veut plus de détails, on va sur quel site Internet? Vous pouvez aller sur le site www.expotatoulaval.com. Et là, on aura tous les détails, les heures d'ouverture. Oui. Bon succès. Merci beaucoup. Merci, Yanni. Que ce soit à la maison ou au bureau, son utilité est bien pratique. Les imprimantes, un expert nous en parle, M. André Dagenais. Bonjour. Bonjour. Écoutez, en commençant, l'arrivée de l'imprimante moderne d'aujourd'hui, comment c'est arrivé? On devrait parler de mécanographie. Oh. Le principe qui consiste à rendre mécanique qu'est-ce qu'on peut imprimer. Dans le fond, l'évolution s'est faite par l'imprimerie, qui, en 1452, a fait son apparition. La première chose qu'on imprimait, tu serais capable de me dire, Stéphane, la première chose? J'en ai aucune idée. Il y avait un seul objectif, imprimer un livre, la Bible. Ah oui? C'était le seul document qui intéressait le monde. OK. Donc, l'imprimerie a commencé de cette façon-là. Par la suite, les machines à écrire. Oui. C'est vraiment le précurseur de qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui. Puis si on se rappelle, les premières imprimantes étaient des imprimantes qui copiaient la machine à écrire. Aujourd'hui, qu'on appelle dactylo. Mais dans le fond, on devrait dire machine à écrire. Par la suite, Xerox, avec la zérographie, a vraiment lancé de l'avant l'impression. OK. Mais il faut comprendre que les premières imprimantes qui ont été fabriquées servaient pas à imprimer un document dans le but de, comme aujourd'hui, là, d'imprimer nos pages web ou ces choses-là. Ouais. Le but était vraiment de stocker
d'enregistrer parce qu'on n'avait pas d'unité de sauvegarde. Donc, on programmait les ordinateurs, mais le but était de sauvegarder notre travail. Wow. Donc, l'imprimante a commencé de cette façon-là. Xerox, IBM avait sorti les premières imprimantes en 1960, mais ils étaient tellement volumineuses, puis le coût était dispendieux. Ça doit être incroyable. Dans les années 60, une imprimante à 20 000 c'était pas accessible. Donc, ça n'a pas pris le marché, ça a été réservé à certaines universités, au gouvernement, aux militaires. Mais c'est quand que Steve Jobs puis Microsoft, Apple, les grands noms qu'on connaît, eux ont vraiment fait l'apparition des imprimantes. Parce que le PC devenait à la mode, le PC devenait accessible, puis là, on devait imprimer. Là, ça rendait à la maison, tout le monde avait ça. Fait que donc, exactement. Voilà. André, je voulais savoir, les imprimantes, la différence entre les imprimantes, parce qu'il y en a beaucoup, peux-tu nous en parler un peu? Oui. C'est sûr que si on va au début, c'était l'imprimante matricielle qu'on entendait un peu comme on voyait dans nos films de science-fiction, quand ils nous montraient quelque chose, là, ils nous faisaient marcher les imprimantes. À la Star Trek un peu. À la Star Trek, on voyait les imprimantes. Ça a été les imprimantes matricielles. Par la suite, l'imprimante jet d'encre a été inventée avant l'imprimante laser, mais ça l'a pas levé parce que c'était très long. Le coût était cher, puis on n'avait pas de bons résultats en tant que tel. On pouvait faire des photos, mais c'était pas encore prêt. Là. Donc, le laser a pris le dessus avec la zérographie, parce que Xerox avait inventé le premier photocopieur. Donc, ils se sont servis du principe du photocopieur, puis en numérisant, puis en mettant en code les données, on réussit à faire les premières imprimantes. Les premières imprimantes maison se vendaient 3 500 $. Aïe, aïe, aïe. C'était très dispendieux. On les donne presque. Aujourd'hui, on les donne. C'est fou. Fait que ça a été vraiment l'imprimante laser qui fait la différence. Aujourd'hui, on revient vers le jet d'encre. Puis ça semble à vouloir prendre un nouveau marché. Ah bon. Et comme ça, comment on peut choisir son imprimante? Parce qu'il y a beaucoup de modèles et comment on peut vraiment choisir un modèle pour nous autres qui va nous servir? Le plus important, là, c'est qu'il faut acheter selon nos besoins. On est porté à vouloir regarder des fois là, sur les feuilles techniques, puis c'est pas évident. Je te conseille de venir sur mon site web, à andreinc.ca, Inc comme de langue, ANDREINK.ca. Il y a un article qui parle comment choisir son imprimante. C'est un guide qui vous permet d'arriver puis de choisir selon vos besoins. L'avenir de l'imprimante, c'est quoi au juste? L'avenir de l'imprimante, on a pensé longtemps que c'était le laser. Parce que, mais aujourd'hui, on a des imprimantes jet d'encre de nouvelle génération qui impriment à 70 pages minute en montant. Bon. L'avenir s'en va vers ça. C'est sûr que ceux qui vendent beaucoup de laser disent non, mais vraiment, là, la performance s'en vient vers le jet d'encre à haut rendement. OK. Puis le 3D, on s'en va vers là un petit peu? Bien, le 3D, c'est surtout pour les usines qui fabriquent des pièces. On ne peut pas l'oublier, mais ça sera un marché très défini. Je crois que bientôt, on va peut-être sortir des petits modèles vraiment pas chers pour la maison, pour s'amuser, mais ça a un avenir... En terminant, mon cher André, peux-tu nous dire l'adresse où on peut aller te voir à ton magasin? C'est au 3151 boulevard Dagenais-Ouest à Laval. Pour me rejoindre par téléphone, 450-622-4434. Merci, mon cher André. Bien, merci. Le bénévolat fait à l'âme ce que l'exercice fait au corps. Pour nous parler de la Semaine de l'Action bénévole, nous recevons le directeur général de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, Fimba Tankwano. Bonjour, Fimba. Oui, bonjour. D'abord, qu'est-ce que c'est que la Fédération des centres d'action bénévole du Québec? Alors, la Fédération des centres d'action bénévole du Québec a été créée en 1972. Elle regroupe 115 centres d'action bénévole répartis partout à travers le Québec. Et elle a pour mission de soutenir, de promouvoir l'action bénévole et d'encourager justement les centres d'action bénévole à œuvrer dans ce domaine-là et accompagner les citoyens qui veulent faire du bénévolat au Québec. Ils font quoi, les centres d'action bénévole? Les centres d'action bénévole, ils ont une mission qui se divise en 4 volets. Le premier volet, c'est la promotion de l'action bénévole. Donc, ils vont, sur leur territoire, organiser des événements comme des salons du bénévolat, des galas du bénévolat, des formations, pour aider les citoyens, justement, à trouver les ressources nécessaires pour s'engager bénévolement.
Ils vont également offrir un soutien aux organismes communautaires à travers la référence de bénévoles vers ces organisations-là, ou de la formation ou du soutien technique tout simplement à ces organisations qui veulent travailler avec des bénévoles. Ils vont également offrir des services directs comme l'accompagnement transport bénévole, les papotes roulantes, le programme PER, les visites d'amitié, le téléphone d'amitié. Donc, les centres d'action bénévole, c'est des milieux de vie, tout simplement. Des milieux de vie qui sont basés sur une philosophie de bénévolat, sur une tradition d'engagement et de participation citoyenne. Est-ce que ça se perd ou au contraire, ça augmente? Moi, je dirais que ça augmente, ça change de visage, mais ça ne se perd pas parce que le bénévolat est installé vraiment dans la population québécoise et on le voit de plus en plus parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent aujourd'hui. Nous sommes rendus à 54% de jeunes qui s'engagent bénévolement. C'est sûr que leur engagement est un peu... académique, non? C'est ça, c'est un peu ponctuel, c'est occasionnel leur engagement, mais quand même, ils touchent au bénévolat. C'est très encourageant pour nous. Les personnes âgées sont les plus qui s'engagent le plus. Il y a 36% des personnes âgées s'engagent bénévolement au Québec et elles donnent beaucoup d'heures d'engagement. Ce sont les bénévoles les plus fiables, les bénévoles les plus fidèles aussi en longueur du temps. Et comme il y a un vieillissement de la population, ben, ça fait qu'il y a un bassin encore plus grand de gens disponibles pour donner justement un peu de leur temps. Là. Très certainement. Et on voit de plus en plus des activités aussi intergénérationnelles qui se mettent en place, de telle sorte qu'on puisse bénéficier de l'expertise, de l'expérience de ces personnes aînées-là qui atteignent la retraite ou la pré-retraite et qui veulent s'engager dans leur communauté. Donc, ces personnes-là vont encadrer des jeunes bénévoles aussi et vont leur donner le goût de faire du bénévolat. Et nous apprécions vraiment cela. Oui, parce que ça se passe de parents à enfants. Si on a vu son parent faire du bénévolat, ben, ça va inciter les gens à faire de même, non? Tout à fait. Le bénévolat, c'est donner l'exemple. Plus vous donnez l'exemple, c'est pour ça que nous invitons justement les personnalités publiques à donner l'exemple, à faire du bénévolat, pour démontrer justement que dans le bénévolat, il n'y a pas de classe sociale. Ce n'est pas seulement une classe à part entière qui doit faire du bénévolat. Tous les citoyens sont appelés à faire du bénévolat pour contribuer justement à l'édification de la communauté. Le thème de cette année, c'est quoi? C'est le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif. Nous avons choisi ce thème pour démontrer jusqu'à quel point un bénévole qui fait un geste dans sa communauté a des répercussions sur l'ensemble de la collectivité. Donc, vous allez voir, c'est un jeu de domino qui est sur notre affiche aujourd'hui et vous voyez, le jeu de domino, un geste fait que tout le domino s'embrale. C'est pour montrer à quel point les bénévoles sont connectés partout à travers le monde et au Québec. Un geste fait dans une région X ou dans une communauté donnée a une répercussion sur l'ensemble de la collectivité. Le bénévolat, c'est un geste gratuit, mais ça vaut énormément d'argent. Est-ce qu'on l'a chiffré à combien ça vaut? On tente de le chiffrer, mais il est difficile de chiffrer vraiment le bénévolat parce que tous les gestes que les gens font ont une valeur bien précise. Et la valeur la plus grande du bénévolat, c'est la satisfaction d'abord de la personne qui s'investit et la satisfaction de la personne qui reçoit. Et ça n'a pas de prix. Donc... Ça n'a pas de prix. Donc, c'est difficile de le chiffrer. Mais si on veut mettre un chiffre là-dessus, on peut se dire que le bénévolat, avec les 310 millions d'heures que les gens donnent annuellement... 310 millions d'heures? Oui, ça représente à peu près un 2% du PIB du Québec. Wow. Si on veut vraiment donner un chiffre. Bon, vous n'êtes pas juste directeur général, vous faites vous aussi du bénévolat? Oui, très certainement. Je suis bénévole je suis vice-président du conseil d'administration d'un organisme à Saint-Léonard qui s'appelle Mouvement Fraternité Multiethnique. Et cet organisme-là vient en aide aux personnes démunies à travers la distribution alimentaire. Et chaque mois, je suis là-bas pour faire mon bénévolat aussi. Ça prend quoi pour être un bon bénévole? Ça prend de la passion, ça prend de la confiance en soi, ça prend le désir de vouloir aider son prochain. Ça prend juste un pas. Celui de décider que moi aussi, je peux contribuer à ma communauté en fonction de mes capacités, en fonction de mes ressources. Des fois, les gens vont se dire « Ah, moi, je ne suis pas fait pour le bénévolat parce que je n'ai pas beaucoup de temps. » Ce n'est pas vrai. Même si vous donnez 5 minutes par jour à faire une action, ça contribue à quelque chose de plus grand. C'est pour ça qu'on a choisi le thème aussi, un geste gratuit, un impact collectif, parce que c'est l'ensemble de ces petits gestes-là qui donne l'impact global que nous voyons aujourd'hui au Québec. Et beaucoup de pays dans le monde envient quand même le Québec par rapport à notre capacité à gérer le bénévolat. Oui, c'est une ressource inestimable, et on le dit. Donc, c'est la semaine du 12 au 18 avril, la semaine de l'action bénévole. Et si on veut d'autres informations, on peut aller directement à votre fédération? Oui, directement, ou visiter notre site Internet sur le www.fcabq.org.
Et nous aurons une conférence de presse que nous allons animer au musée Grévin le 12 avril pour lancer toutes les activités qui vont entrer dans le cadre de la Semaine d'action bénévole. Bien, merci de nous l'avoir souligné à nouveau, puis au plaisir de vous recevoir à nouveau ici à la Vallée-Côte. Merci à vous aussi. Merci, et bonne M. journée à Tourelle. tout le monde. Merci beaucoup. Les grands fans de Will Ferrell et de Kevin Hart seront servis. On parle de Prison 101 avec Nicolas. Bonjour Nicolas, ça va bien? Salut, ça va très bien, toi? Ça va super bien. Un film vraiment drôle. Là. C'est très drôle, mais pour ceux qui aiment Will Ferrell, puis je trouve C'est ça un le fun. classique. Ben ça, est-ce que ça va devenir un classique Ah, je comme suis sûre. Elf, mettons, qui est un classique de Will Ferrell? Je ne sais pas. Mais par contre, c'est un film qui est... on ne peut pas se tromper avec ce film-là. Si on n'aime pas Will Ferrell à la base, Il y a un problème. allez pas voir Vas-y ce pas. film-là. Ben moi, une fois sur deux, j'aime bien qu'est-ce qu'il fait. Puis dans ce cas-ci, j'ai bien apprécié le film pour ce que c'est. C'est pas un chef-d'œuvre. Et surprise, ça ne gagnera pas d'Oscar non plus. Mais c'est bien pour ce que c'est. C'est vulgaire, mais c'est correct quand même. Mais ceux qui n'aiment pas Will Ferrell, sauvez-vous de ce film-là, n'allez pas le voir. Et c'est un remake, c'est ça qui est Mais drôle. c'est rare, on t'aime, Will. Là. Faut quand même Oui, le parce que dire, Will là. nous écoute, on l'aime. Oui, on t'aime. Et c'est ça, c'est un remake d'un film qui date de 2007, qui Quand s'intitule même. Big Stan. Donc, ça fait pas si longtemps que ça que le film de base a été fait. Et c'est Rob Schneider qui a eu le rôle principal et qui a réalisé le film dans le temps. Et c'était l'histoire, entre la version 2007, d'un homme d'affaires qui vend des condos, mais donc c'est un peu croche son affaire. Puis bon, et finalement, il se fait prendre et là, il doit se préparer pour aller en prison parce que sa grande phobie, c'est de se faire violer en prison. Donc... Je peux comprendre pourquoi. Là. Ça serait probablement une des miennes aussi. Bien, disons que Rob Schneider, son personnage est très, il est très petit à la base, là, donc tu sais, quand il arrive en La prison... victime idéale. C'est ça, en prison. Et ce qui se passe, c'est qu'il rencontre quelqu'un qui va lui enseigner absolument tout pour être capable de se défendre puis bien gérer son temps en prison. Et pour cette version-ci, c'est Will Ferrell qui interprète un homme d'affaires, mais dans ce cas-ci, il n'a rien fait de mal. Il n'a vraiment rien fait de mal. Il est innocent et on l'accuse. Et là, il doit se préparer à passer presque 10 ans en prison. Donc, il engage quelqu'un qui pense que c'est un gangster qui est interprété par Kevin Hart. Il est persuadé que c'est un gangster qui a été en prison, mais pour de vrai, non, c'est juste... Il n'a jamais été là. C'est ça, il n'a jamais été là. C'est juste que le personnage de Will Ferrell est tellement naïf qu'il n'a jamais côtoyé d'autres personnes en dehors des gens qui sont extrêmement riches. Et bon, Kevin Hart, son personnage n'en fait pas partie. Donc, il est persuadé C'est très drôle parce qu'il fait son gros tough devant sa femme. Tu sais, il essaye de la bosser, elle se retourne dans... Quoi? Ça commence à le bec. C'est vraiment drôle. Là. Oui, c'est drôle pour ce que c'est. Mais à cette heure, c'est vraiment très niaiseux comme film, là, tu sais. Mais c'est ce qu'on aime. Tu sais, les films pas compliqués, là, on se casse pas la tête. Quand on s'en va voir une comédie, il faut que ce soit comme ça. Oui, et dans les deux cas, autant Big Stan en 2007, qui est disponible sur Netflix en passant, ou Get Hard, ces deux films-là, ils sont à peu près égaux. Hein? C'est très divertissant, mais pour des raisons différentes. Tu as vu les deux films, toi? Oui, j'ai vu les deux films. C'est un peu différent parce qu'en 2007, on se rappelle hein, le crash qu'il y a eu en 2008, le crash financier qu'il y a eu en 2008. Ouais. Bon, évidemment, c'était pas encore arrivé. Donc, c'est le personnage sympathique de l'homme d'affaires sympathique qui crosse le monde et c'est correct dans cette version-là. Mais là, sympathique qui crosse le monde, j'aime beaucoup. d'une certaine façon, ceux qui ont vu le film vont comprendre, tandis que maintenant, bon, on peut plus une personne qui fait des fraudes. C'est pour ça que Will a n'est plus rien fait. acceptable. Non. C'est ça, il n'a absolument rien fait. Et le film a commencé au numéro 2 dans sa première fin de semaine, ce qui est très correct. Le film a fait 39 millions. Le film a coûté à peu près 40 millions à faire. Donc, le film va récupérer tout son argent, va faire un peu de profit. Donc, la semaine prochaine, il va peut-être baisser au numéro 3, au numéro 4. Déjà, ça va rentrer. penses-tu? Ouais, ça Oui, va parce aussi vite que ça? Fast and Furious arrive, donc ça va prendre la première position. Et là, bon, ça va descendre. C'est clair. Donc, en location, c'est un film qui va faire son argent quand même, mais bon, ça ne sera pas le gros succès de l'année. Il n'y aura pas une trilogie, mettons. Mais écoute, c'est un divertissement à aller voir. Ça vaut vraiment la peine, évidemment, comme on le disait tout à l'heure. Si vous êtes un grand fan de Will Ferrell ou Kevin Hart, c'est à ne pas manquer. Prison 101 dans tous les cinémas près de chez vous. Merci beaucoup, Nico. Merci. Si tu acquiers ces compétences, tu survivras en prison.
Ton regard le plus méchant ressemble à quoi? Mon regard méchant? Fais-moi tes yeux de chien enragé! Qu'est-ce que tu fous, James? Un air de chien battu. Tu crois que cette stratégie pourrait fonctionner? Pitié, m'agressez pas sexuellement, je suis déjà malheureux. C'est même plus ta maison maintenant. On est à San Quentin, là. T'es dans la mauvaise partie de la cour, petit blanc. Tu t'es perdu? C'est ça? Je suis plutôt confus. Retourne à ta place de blanc. Je sais pas où est ma place. Je sais pas. Ta place. Ta place est auprès de moi? Je crois pas, non. Ça prend des couilles pour faire ça. J'ai d'énormes couilles. En tant qu'expert en incarcération, c'est mon travail de te préparer à tout. On va simuler une émeute en prison cette fois. C'était intense, hein? En fait, je me sens bien. Oh! Quoi? Faut y aller, Mayo. C'est qui, Mayo? C'est comme ça qu'on me surnomme dans le gang, c'est le diminutif de mayonnaise. Ben, ça fait le tour de notre émission pour cette semaine. Si vous aimeriez faire parler de votre événement, votre entreprise, votre association ou votre regroupement, voici les différentes façons pour joindre l'équipe de Laval et compagnie. Rien de plus facile, par téléphone au 450-490-4089 ou par courriel à info@commercial-tvrl.ca. Notez que si vous voulez partager ou revoir une de nos émissions, elles sont disponibles sur notre site web à tvlaval.com ou sur YouTube. Ben, merci à tous nos invités qui se sont déplacés ici en studio et également à notre équipe d'excellents chroniqueurs et chroniqueuses, de même que l'équipe de réalisation et de production de l'émission de Laval et compagnie. Et n'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa taille, ce qui la garde vibrante et vivante sont ceux et celles qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. Merci d'avoir remplacé Amélie au cours des 3 dernières semaines. Ça me fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, c'est ça? Absolument. OK. Au revoir tout le monde.